On a bien compris après que nos bactéries jouent un rôle sur tout notre somatique, sur l'obésité, sur le diabète, sur le métabolisme, sur l'immunité. Mais ce qu'on pouvait pas se douter, c'est que les bactéries, en fait, jouaient sur notre comportement, sur notre cerveau, sur la façon d'être. On savait pas que les personnes hypersensibles, avaient des bactéries différentes. Et peut-être nos politiciens, certains qui manquent d'empathie, ont des bactéries un peu délétères. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bienvenue. Bon, ça y est, c'est tombé, on est confiné. J'en ai profité pour inviter aujourd'hui le professeur Gabriel Permuliter. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Chef de service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Béclair. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de votre nouveau livre qui s'appelle Stress, hypersensibilité, dépression et si la solution venait de nos bactéries, aux éditions Flammarion. Versilio, puisque vous êtes, dans une écurie d'auteurs de stars. Vous devez votre passion pour la médecine à deux gentils microbes, Robin et Amélie. Qui sont-ils ? Oh, ces deux. C'est très émouvant de parler de Robin et Amélie. Quand j'étais gamin, j'avais moins de 6 ans, j'étais encore à l'école maternelle. Vous savez, le papa, il raconte parfois des histoires aux enfants pour les endormir. Et puis papa me racontait, qui était professeur de médecine, il me racontait les histoires de Robin et Amélie, qui étaient paradoxalement deux très gentils microbes qui surveillaient tout notre organisme et qui nous permettaient de nous défendre quand des méchants envahisseurs arrivaient en nous. Et quelque part, c'est un peu prémonitoire, puisque maintenant on sait que l'immense majorité de nos bactéries nous protègent, exactement comme Robin et Amélie. D'ailleurs, le mot microbe, c'est une invention française. Alors, microbe, c'est une invention française. Et les microbes, ce sont les plus petits êtres vivants. C'est ce qu'on pensait, qu'on ne peut voir qu'au microscope et qui vivent sur Terre avec nous. Parfois, en médecine, il faut savoir penser à l'inverse de ce qu'on a appris. Alors toujours, il faut savoir que les vérités scientifiques ont une durée de vie qui est limitée. Et quand on est un scientifique, il faut toujours réfléchir et remettre en cause ce qu'on a appris en fonction de nos observations, puisque la science repose sur les observations. Et puis un dogme scientifique, et bien après on en rediscute, on le remet en cause. Et il n'y a jamais de vérité, de science infuse. Et c'est vraiment la base de la science par rapport aux faits qu'on croit, aux dogmes qui sont inébranlables. Alors le mot microbiote est devenu incroyablement à la mode. D'ailleurs, le microbiote intestinal quand même cache les autres, mais il y en a plein d'autres. Vous avez été amené à vous intéresser au microbiote intestinal au début des années 2000. Qu'est-ce qui vous a fait vous diriger vers lui ? Écoutez, c'est une histoire assez incroyable en fait. Dans mon service à Clamart, on voyait des personnes qui étaient hospitalisées, les malheureux, pour des problèmes d'alcool. Et puis j'avais des personnes qui consommaient de l'alcool, qui venaient juste pour essayer de l'arrêter, et des personnes qui consommaient de l'alcool et qui avaient un risque vital, bien qu'ils n'en prenaient pas plus. Et donc on s'est posé la question, pourquoi il y avait une telle différence alors que la consommation d'alcool était équivalente entre les deux personnes. Alors tout le monde vous dit c'est génétique, sauf que on a beau chercher les gènes, on en trouve très peu, et puis ça explique pas tout. Et puis je sais pas pourquoi un jour en me promenant dans le service, je me suis dit mais tiens, c'est peut-être nos bactéries, Robin et Amélie, qui vont métaboliser, utiliser l'alcool de façon différente. Et donc on a commencé à collectionner les selles de nos patients, on se baladait avec les petits cacas des patients pour les amener au laboratoire, on les a collectionnés, on les a analysés, et on a vu que les personnes qui consommaient de l'alcool et qui étaient malades du foie avaient des microbiotes, des bactéries différentes des autres. Donc ça, c'est une corrélation. Et pour montrer que ces microbiotes sont causales, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des souris, et puis on dit qu'on les humanise, on les rend comme nous, c'est-à-dire on transfère à des souris nos propres bactéries. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait picoler les souris. Donc je vous fais ça en 15 secondes, mais c'est une histoire de plusieurs années. Et donc vous transmettez par les bactéries digestives la sensibilité à l'alcool de l'homme vers la souris, montrant que vos bactéries ont un rôle causal. Et ce qui est maintenant incroyable, et c'est ça l'histoire de notre nouveau livre, on a bien compris après que nos bactéries jouent un rôle sur tout notre somatique, sur l'obésité, sur le diabète, sur le métabolisme, sur l'immunité. Mais ça, on pouvait s'en douter. Exactement. Voyez. Mais ce qu'on ne pouvait pas se douter, c'est que les bactéries, en fait, jouaient sur notre comportement, sur notre cerveau, sur la façon d'être. On ne savait pas que quand on transférait des bactéries d'une personne déprimée à une souris, on modifiait le comportement de la souris en la rendant déprimée. On ne savait pas que les personnes hypersensibles avaient des bactéries différentes. Et peut-être nos politiciens, certains qui manquent d'empathie, ont des bactéries un peu délétères. Vous étiez l'un des premiers à travailler sur les liens entre le foie et le microbiote, ce que vous venez de nous expliquer.
Mais ce qu'on voit en lisant votre livre, c'est qu'on peut remercier les souris parce que pour l'instant, la majorité des études qui existent sur le microbiote sont des études sur les souris et très peu sur les humains. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des études sur l'humain, et c'est toutes les critiques qu'on voit en ce moment d'ailleurs avec la période Covid, c'est qu'on peut parler uniquement de corrélation et pas de causalité. Et après, tous les scientifiques aiment bien jouer là-dessus pour se critiquer les uns les autres et pour faire avancer la science. L'intérêt des souris, c'est que on peut les humaniser et on peut arriver non plus à une corrélation, mais à une causalité et à rentrer dans les mécanismes. Alors, il faut bien comprendre aussi que la recherche sur les souris, que les auditeurs n'aient pas peur, est extrêmement contrôlée, qu'il y a des comités d'éthique comme pour nous, quand on fait des études chez l'homme, extrêmement rigoureux, et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand on travaille sur les souris, que chaque protocole qui utilise des souris passe devant un comité d'éthique qui dit oui ou non, vous avez le droit de faire ce protocole. Mais d'un point de vue de la recherche et de la connaissance aujourd'hui, on en est à quel point de la connaissance du microbiote? Est-ce qu'on en sait beaucoup? On est vraiment au tout début et on sait peu de choses. Alors, en tant que scientifique, je vais vous dire plus on avance en science, moins on en connaît. Et on se rend compte que la biologie, la médecine est quelque chose de tellement compliqué. Et moi-même, j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'en connais, moins j'en connais. Néanmoins, on est maintenant vraiment dans certains mécanismes profonds de l'interaction entre nous-mêmes, notre cerveau, notre microbiote. On avance vraiment bien au niveau des mécanismes. Et donc, la recherche avance très bien. Et la translation de la recherche à la médecine, et on le voit aussi dans cette période Covid, où on commence à savoir beaucoup de choses sur le virus et il n'y a pas de vaccin, eh bien la translation de la recherche à la médecine prend plus de temps, effectivement, mais on commence à avancer aussi. Bien, alors, je lis énormément de livres de médecine, et notamment sur le microbiote. Votre livre est très, très en avant sur ce qu'on a écrit aujourd'hui. Par exemple, vous dites que c'est une hypothèse, mais peut-être qu'un jour, on pourra perdre du poids en avalant des bactéries amies. Et là, vous parlez d'une bactérie de la famille des Hafnia, et plus précisément de Hafnia alvei, qu'on trouve dans la croûte de certains fromages. Alors, quelles sont ses propriétés ? Et finalement, puisqu'elle existe sous forme de complément alimentaire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la prendre aujourd'hui pour perdre du poids ? Absolument. Alors, il faut bien comprendre, en fait, quels sont les mécanismes qui contrôlent le fait que nous avons faim ou que nous n'avons plus faim de la satiété. Et donc, il y a plusieurs mécanismes. Il y a d'une part le fait que le mécanisme physiologique, on a faim, on se nourrit pour notre alimentation, et puis il y a d'autres mécanismes, les mécanismes, on va dire, hédoniques, du plaisir. Vous mangez pour vous faire plaisir. Et ce sont deux mécanismes complètement différents. Quand vous commencez à manger, en fait, il y a plein de mécanismes qui se mettent en route, qui prennent un quart d'heure, 20 minutes, à se mettre en route pour diminuer votre sensation d'appétit. C'est pour ça qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez moins faim. Il y a certaines hormones qui sont fabriquées et il y a des bactéries qui se mettent à croître très rapidement dès que vous commencez à manger, qui vont modifier votre cerveau pour contrôler votre appétit. Et c'est extrêmement important de comprendre ça pour plusieurs raisons. D'une part, quand vous mangez trop vite, vous allez manger plus parce que le temps que votre appétit soit contrôlé, vous aurez ingurgité plus de calories. C'est pour ça, quand mes patients viennent me voir, et c'est ce que j'explique dans le livre, je leur dis de manger doucement, et c'est pour ça que les Japonais mangent doucement et sortent de table en ayant encore faim, comme ça ils vont moins manger. Et d'autre part, ces bactéries qui contrôlent l'appétit sont par exemple augmentées chez les personnes qui ont une anorexie mentale, qui ne mangent pas. Et alors ce sont des bactéries du genre des Escherichia coli, donc on ne peut pas utiliser comme probiotique, mais il y a des bactéries... Alors ça c'est intéressant, parce qu'on voit qu'elles ont plusieurs rôles. On les retrouve d'ailleurs dans certaines pathologies. Qu'est-ce que E. coli sont les bactéries de quoi? Alors E. coli sont des bactéries qui... Alors faut savoir aussi que tout le monde n'est ni noir ni blanc, on a tous un côté clair et un côté obscur, et c'est pareil pour les bactéries. Donc ces bactéries-là, Escherichia coli, peuvent être responsables d'infections urinaires, de septicémie, de plein de mauvaises choses. Et puis, parce que vous dites que c'est aussi la bactérie de l'anorexie. Et c'est aussi une des bactéries de l'anorexie, et qui contrôle notre appétit. Et en fait, ça veut dire qu'en fonction de l'espèce d'Escherichia coli, de là où elle se trouve dans notre organisme, elle va avoir des propriétés différentes. Et donc, j'ai des collègues qui se sont intéressés à cette Escherichia coli, qui ont trouvé des bactéries apparentées, notamment celle dont vous parliez, l'Hafnia alvei, qui est maintenant commercialisée, et qui pourrait, du coup,
être efficace sur notre sentiment de satiété. Ça a l'air de bien fonctionner chez les souris et il est possible que ça fonctionne chez l'homme. Moi-même, j'en prescris à mes patients qui ont des problèmes de poids. Je ne dis pas qu'on va régler le problème de l'obésité avec, mais c'est tellement compliqué de perdre du poids, et on le sait tous, que à chaque fois qu'on peut apporter une petite pierre à l'édifice pour essayer de perdre du poids, eh bien, je pense qu'il faut le faire. La bactérie E. coli, qu'est-ce qu'elle fait dans notre intestin d'ailleurs ? On peut se demander ce qu'elle fait alors la bactérie dans notre intestin, elle va contrôler l'appétit. Il faut comprendre qu'elle a des propriétés, ça devient compliqué, mais des sortes de protéines qui sont sur elle, qui vont aller modifier ensuite certaines protéines au niveau de notre cerveau, qui elles-mêmes, au niveau du cerveau, vont aller contrôler notre appétit. C'est juste incroyable que des bactéries digestives vont agir sur notre cerveau et que le cerveau se retrouve au milieu, lui-même va agir en fonction de nos bactéries digestives et du coup, on va avoir moins faim. Quelle est l'hormone qui est responsable de ce qu'on appelle des crises de craving ? C'est quand on se jette sur tout ce qui passe finalement et qu'on avale tout. Alors effectivement, le craving, c'est quoi ? On en parle beaucoup pour l'alcool et puis on pourrait en parler pour le surpoids et vos auditeurs vont se reconnaître. Le craving, c'est l'envie irrépressible d'aller prendre une substance toxique, le plus souvent l'alcool. On ne peut pas s'en empêcher, un peu comme le tabac, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ou du gras aussi. Ou du gras, exactement, parce que vous avez cette envie, vous allez calmer vos angoisses, vous serez bien immédiatement après. Et puis un peu plus tard, vous aurez un grand sentiment de culpabilité. Et on s'est rendu compte, par exemple, que chez les personnes qui ont un problème d'alcool, mais c'est, à mon avis, même si ce n'est pas démontré, pareil pour les autres addictions, parce qu'on croise dans toutes les addictions, l'addiction au sucre, l'addiction à l'alcool, l'addiction au sport, même si c'est une addiction et c'est socialement valorisé, et pas l'alcool, mais c'est les mêmes mécanismes. Eh bien, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient ce type d'addiction avaient une porosité intestinale augmentée, avaient des toxines qui pouvaient passer, avaient des bactéries différentes des personnes qui n'avaient pas ce problème de craving, et que du coup, on pourrait limiter ce craving, limiter la consommation d'alcool, peut-être limiter l'addiction au sucre, et nous on travaille là-dessus, c'est ce que je raconte dans le livre, en jouant sur nos bactéries digestives, en essayant de les modifier pour limiter la porosité intestinale, pour limiter les il y a des hormones qui sont responsables de ce craving, qui jouent un rôle dans l'addiction, qu'on appelle le GABA, l'hormone du plaisir. Alors expliquez le GABA, parce que j'avais jamais entendu parler du GABA tel quel, hein. G-A-B-A, qu'est-ce que c'est que le GABA ? Acide gamma-aminobutyrique, c'est des composés qui vont jouer un rôle en fait dans notre plaisir, et que quand il y a des déficits, c'est des hormones inhibitrices un peu, et quand il y a un déficit au niveau du GABA, eh bien on peut être pas bien, on peut être déprimé, on peut avoir des problèmes d'addiction, et donc c'est une hormone vraiment très importante qui un peu en interface entre nos bactéries digestives et notre cerveau. Alors il y a d'autres hormones, hein. Il y a la dopamine. Il y a la dopamine, la sérotonine qui est également une hormone du plaisir, qui est diminuée en cas de dépression, et il faut savoir que 90-95% de la sérotonine n'est pas fabriquée par le cerveau mais par l'intestin, et quand vous donnez par exemple un traitement psychotrope pour une personne déprimée, en fait vous augmentez la sérotonine dans le cerveau, d'où l'idée, quand vous êtes déprimé, d'aller pas seulement jouer sur le cerveau, mais aussi jouer sur notre tube digestif. Et il y a des études qui ont montré que quand vous donnez un antidépresseur et en plus certains produits fabriqués par nos bactéries digestives, vous allez augmenter l'efficacité du traitement antidépresseur. Et c'est juste incroyable de voir cette interaction. On commence à arriver à de la science à une interface avec la clinique pour aider les patients. Et puis il y a une autre molécule qui est très délicate, dites-vous, c'est le tryptophane. Alors, quelle est notre source principale de tryptophane et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit bien métabolisée par notre organisme ? Alors, le tryptophane est un acide aminé qu'on va retrouver beaucoup dans certains crucifères, par exemple. On en trouve beaucoup dans le brocoli, on peut en trouver dans la banane aussi. Et donc, c'est un composé qu'on mange qui va être modifié par nos bactéries digestives. Et en fonction des bactéries digestives qu'on va avoir, le métabolisme du tryptophane va être différent.
Le tryptophane va être à l'origine de la synthèse de la sérotonine, qui est donc une hormone qui va jouer un neurotransmetteur plutôt, qui va jouer un rôle dans notre bien-être et dans le fait qu'on est en forme, qu'on n'est pas déprimé. Et ainsi, on peut comprendre qu'en fonction de notre alimentation et en fonction de nos bactéries digestives, le métabolisme du tryptophane en fonction de ce qu'on mange va être différent et que du coup, en fonction des bactéries qu'on va avoir, on va être plus ou moins déprimé ou plus ou moins en forme. Combien est-ce qu'on a d'immunité, professeur ? Combien est-ce qu'on a d'immunité ? La question est compliquée. Si on veut séparer les immunités en deux, on va avoir l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. On le voit très bien pour la Covid, par exemple, où l'immunité humorale, c'est l'apparition des anticorps. L'immunité cellulaire, c'est nos globules blancs, nos lymphocytes qui vont nous protéger. Et pour qu'on soit bien protégé, il faut les deux. Et on est en train de découvrir comment fonctionneront les vaccins avec cette histoire-là. Et ce qui est très intéressant pour aller sur le microbiote, et je pense que c'est vraiment très important sur l'immunité, c'est qu'il y a des moments extrêmement clés dans notre vie où le microbiote va jouer un rôle sur notre immunité qui va nous poursuivre toute notre vie. Quand ça a été bien montré chez des souris, et on va évidemment faire l'extrapolation à l'homme, et c'est très important pour vos auditeurs qui ont des enfants en bas âge. Quand vous passez d'un allaitement naturel par la maman à la diversification alimentaire, donc allaitement artificiel, ou véritable diversification alimentaire, il va y avoir un switch au niveau de l'immunité extrêmement important où nos bactéries digestives, notre microbiote vont jouer un rôle majeur. Et si vous avez un déséquilibre bactérien à ce moment-là, ce switch ne va pas se faire et vous allez toute votre vie non pas faire une maladie, mais développer un risque de faire une maladie auto-immune. Par exemple, une colite inflammatoire, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, peut-être une maladie neurologique, type sclérose en plaques. En tout cas, ce switch d'immunité au moment de la diversification alimentaire est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle il faut pour les enfants de bonnes bactéries. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner d'antibiotiques aux enfants qui n'en ont pas besoin. Autrement dit, ni le médecin ni le patient ou les parents de l'enfant ne doivent pousser un médecin à prescrire des antibiotiques si l'enfant n'en a pas besoin. Il faut savoir, évidemment, quand il y a besoin d'un antibiotique, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prescrire, mais simplement pour une fièvre qui dure 24 ou 48 heures, qui après va passer tout seul, là, ce sont des moments extrêmement clés de la vie de l'enfant où il ne faut pas d'antibiotiques pour que son immunité puisse bien se développer et le protéger dans la suite de son existence. Alors, vous posez plusieurs questions justement sur cette période qui va de 1 à 3 ans, par exemple. Absolument. S'il n'y a pas d'allaitement, même avant. S'il n'y a pas d'allaitement, puisque c'est le 3e trimestre de la grossesse qui est important, s'il n'y a pas d'allaitement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux mamans ? Alors, il faut prendre un lait qui contient, dans ce cas-là, des prébiotiques, des human oligosaccharides, on peut voir ça dessus, HMO, ou des GOS, galacto-oligosaccharides, c'est-à-dire des laits enrichis en prébiotiques qui vont favoriser le développement de bonnes bactéries chez l'enfant. Vous avez également des laits enrichis en probiotiques, qui sont déjà des bactéries vivantes, qui peuvent avoir un bon effet chez l'enfant. Et on commence à bien comprendre en 2020-2021 l'intérêt de ces bonnes bactéries dès le plus jeune âge pour protéger l'enfant dans l'avenir. Et pour les enfants qui sont nés par césarienne, par exemple ? Alors, pour les enfants qui sont nés par césarienne, des recherches sont en cours pour savoir s'il ne faudrait pas... par exemple, soit badigeonner le visage de l'enfant, la bouche de l'enfant avec du liquide vaginal après la naissance, ou bien il y a des expériences qui sont également en cours pour faire un transfert du microbiote de la maman, un transfert de sel de la maman vers l'enfant si celui-ci est né par césarienne. Ça se fait déjà ou pas ? Ça se fait dans le cadre de la recherche, ça ne se fait pas de façon clinique courante. À l'étranger, ça se fait parce qu'en France, on est en retard là-dessus. C'est pas
qu'on est en retard, c'est qu'en France, la recherche est très protégée. On ne joue pas à l'apprenti sorcier. Il y a des comités d'éthique qui protègent pour pas qu'il y ait de bêtises qui soient faites. Vous comprenez, si vous faites un transfert d'un microbiote et vous transférez un risque de faire une maladie, un cancer ou en ce moment une Covid avec des selles qui comporteraient de la Covid, vous n'auriez pas gagné. Parce qu'on retrouve énormément d'ailleurs de virus dans les selles. Et c'est la raison pour laquelle je le dis. Donc c'est pas qu'on est en retard, c'est que je dirais qu'on a des comités d'éthique qui nous protègent peut-être plus que dans d'autres pays. Par rapport à des pays comme la Chine ou le Canada, Absolument. par exemple, où ils sont quand même... Alors c'est effectivement aussi pour ces raisons que certains pays, on a l'impression qu'ils vont plus vite au niveau de la recherche. C'est la législation qui, au niveau des comités d'éthique, n'est pas forcément la même, mais il ne faut pas croire que la recherche en France est en retard par rapport à la recherche internationale. Puis alors, votre livre s'intéresse et s'interroge sur les effets de notre microbiote sur notre comportement. Vous commencez votre livre par une série de définitions. Par exemple, on connaît bien le métabolisme, mais on connaît moins ce qu'on appelle le mot métabolite. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut bien comprendre comment fonctionnent nos bactéries. Nos bactéries fonctionnent sur notre organisme en fabriquant certaines choses. Elles ne sont pas là inertes. Et par exemple, les bactéries vont fabriquer ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Ça va être des acides gras qui vont avoir un rôle nourrisseur pour notre muqueuse digestive, et tout ce que vont fabriquer nos bactéries, ça s'appelle des métabolites. Elles peuvent fabriquer par exemple donc les acides gras à chaîne courte, elles peuvent fabriquer de la bile, elles peuvent fabriquer, ou transformer la bile fabriquée par le foie, elles peuvent fabriquer certaines vitamines, elles peuvent fabriquer, on l'a vu, être à l'origine de la fabrication de la sérotonine. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les métabolites. Et des fois, vous pouvez traiter les personnes, non pas en donnant des probiotiques qui sont des bactéries, mais en donnant ce qu'on appelle des métabolites qui ont le même nom qu'un postbiotique, c'est-à-dire ce n'est pas la bactérie elle-même, mais vous donnez ce qu'elle fabrique. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que dans la médecine chinoise ou japonaise ou même vietnamienne, on donnait parfois de la bile d'ours pour vous protéger. Et les samouraïs, par exemple, on attribuait leur force au fait qu'ils prenaient de la bile d'ours. Et la bile d'ours, c'est quoi ? C'est une bile qui comporte certains acides biliaires anti-inflammatoires qu'on donne, nous, aujourd'hui, heureusement, en ne sacrifiant pas les ours, mais on les fabrique, mais qui sont les mêmes qui sont dans la bile d'ours, et donc et on protège le foie de nos patients, et donc on les protège en leur donnant des postbiotiques, et à l'époque on ne savait pas que c'était des postbiotiques. Alors pour parler de tous les biotiques, on a aussi les prébiotiques. C'est quoi la différence ? Alors le prébiotique, c'est avant. Le prébiotique, c'est ce que vous mangez qui va nourrir vos propres bactéries que vous avez en vous et avoir un effet favorable sur votre santé. Le probiotique, ce sont des bactéries ou des champignons vivants que vous mangez, et vous apportez donc des bactéries extérieures que vous apportez directement la bactérie. Et vous avez, on vient de le voir, le postbiotique, vous apportez ce que fabrique la bactérie. Et quand vous êtes dans le luxe, eh bien vous apportez deux choses à la fois, par exemple le prébiotique et le probiotique, ou le probiotique et le postbiotique. Voilà, vous pouvez jouer avec tout ça. Alors les bactéries étaient là bien avant nous, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'évolution de nos bactéries depuis ces 60 dernières années ? Alors oui, les bactéries étaient là bien avant nous, elles sont là sur toute la Terre, et je pense qu'elles seront là bien après nous. Et puis, je pense que quand on parle des bactéries, il faut se placer dans un monde vraiment où tout est relié, vous voyez. Ça va être une petite digression, mais dans le cadre du réchauffement climatique, on va avoir le permafrost qui va fondre, donc toute la glace qui va fondre. Il va peut-être y avoir d'autres bactéries qui vont apparaître, il va peut-être y avoir d'autres virus qui vont apparaître. L'homme va plus loin sur la planète, s'approche d'autres animaux, on voit ce qui s'est passé avec la Covid. Et donc, il va y avoir les bactéries qui étaient là avant nous, qui sont congelées, vont être là encore après nous. Et une bactérie, c'est tout petit, mais quand elles sont tout ensemble, elles vont être bien plus nombreuses que nous. Et elles sont à l'origine, en fait, de nous-mêmes. Nous, on vient des bactéries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bactéries en nous, aussi bien dans notre tube digestif que dans nos propres cellules, où on a les composés de nos cellules qui nous permettent de respirer, qu'on appelle des mitochondries, qui sont aussi des dérivés bactériens. Donc, on est en véritable symbiose avec nos bactéries. Et donc, symbiose, ça veut dire qu'on vit
ensemble. Et l'inverse de la symbiose, c'est la dysbiose. Voilà. Et il y a des gros mots que les scientifiques utilisent. On est un holobionte, c'est-à-dire on est un être. Ça, vous aimez ça. Voilà. Disons que c'est. Je ne sais pas si j'aime ou pas, mais c'est comme ça qu'on parle. C'est un mot que personne comprend. Ça permet de briller. C'est un supra-organisme. Exactement. On est un supra-organisme. On est nous-mêmes et nos propres bactéries. Holobionte, c'est ça ? Holobionte, exactement. D'accord. Et c'est ce qu'on raconte dans le livre, où le début du livre, c'est comment on se place, nous, dans notre vie, par rapport à nos bactéries, comment on est nous-mêmes, pour pouvoir comprendre après que même notre comportement dépend de ce qu'on a dans le ventre. Pour être complet sur les mots qu'on va essayer de recaser à dîner ce soir, il y a les archées aussi. Qu'est-ce qu'on appelle les archées ? Je ne sais pas si on prononce archée ou archée. Archée, c'est quelque chose de tout neuf qu'on n'apprend même pas à l'école. En fait, on a longtemps séparé les bactéries et les êtres unicellulaires, les êtres pluricellulaires, en pensant que les êtres pluricellulaires étaient des êtres supérieurs. Et on a séparé aussi les prokaryotes, c'est-à-dire les cellules sans noyau, avec les eucaryotes qui sont les cellules avec noyau. Et puis, c'est mis là ce qu'on appelle des archées, qu'au début on appelait archéobactéries. Et on pensait que c'était des bactéries qui vivaient dans des milieux extrêmes, les premières bactéries qui étaient arrivées sur la Terre, qui vivaient à très haute température ou alors à des pH très acides. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas des vraies bactéries, c'était même pas des bactéries du tout, que ces archées en fait étaient plus proches de nous que nos bactéries, qui avaient des propriétés qui nous ressemblaient et que nous-mêmes, c'est un troisième genre. On a les bactéries, les archées et les êtres pluricellulaires comme nous, et c'est juste quelque chose de vertigineux, je trouve, et on proviendrait, nous, plus des archées que des bactéries. On est dans le futur, ce matin. Alors, quand on s'intéresse aux bactéries et au bien-être, c'est le sujet de votre livre, on s'intéresse aux Prevotella et aux bactéroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est génial. Les Prevotella, c'est quoi ? Écoutez, vous prenez des images qui vous entraînent des émotions, des images positives, des images négatives. Et puis, vous les passez devant certaines personnes, et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient plus sensibles aux images négatives, aux images qui entraînent une dépression, eh bien, étaient plus riches, avaient plus de Prevotella dans les selles, comme si les Prevotella rendaient les personnes hypersensibles. Et moi, je me demande, du coup, mon chien qui est extrêmement gentil, s'il n'a pas plus de Prevotella que les autres. Alors, hypersensible ou heureux ? Ah, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, quand on est hypersensible, on peut être plus facilement heureux, mais on peut être aussi plus facilement malheureux. Ouais. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont hypersensibles. Et donc, l'hypersensibilité, on se rend bien compte avec la façon dont la personne s'adresse à vous. Ce sont des personnes qui sont un peu comme, je dirais, des éponges ou des antennes par rapport à ce qu'ils ont autour d'eux dans leur société, qui parfois, du coup, comme ressentent plus de choses, vont avoir tendance ou à se refermer sur eux-mêmes ou avoir certaines addictions pour calmer leurs angoisses, à l'alcool, au sucre. J'ai beaucoup de personnes hypersensibles qui viennent comme ça. Et sont des personnes qui sont tellement sensibles, qui sont plus sujettes que d'autres à faire des burn-out. Donc, il faut faire très attention à elles. Et du coup, quand ces personnes viennent me voir, j'essaie d'avoir une prise en charge plus holistique. Je ne cherche pas du tout à leur guérir de leur hypersensibilité, mais plutôt leur apprendre à la contrôler, notamment en modifiant leur alimentation pour qu'ils modifient leur microbiote et peut-être, et j'essaie aussi d'aller en modifier leurs bactéries digestives avec des probiotiques ou des prébiotiques. Et cette prise en charge sur le tube digestif doit s'accompagner éventuellement d'une prise en charge plus holistique pour jouer à la fois sur le cerveau, et c'est comme ça qu'on rompt un cercle vicieux. Je suis pas bien dans ma tête, j'ai mal au ventre, ou je suis pas bien dans mon ventre, je suis pas bien dans ma tête. C'est vraiment quelque chose dans les deux sens. Et quand on arrive à rompre ce cercle vicieux, par exemple en jouant sur notre microbiote, on peut améliorer la qualité de vie des personnes hypersensibles. Mais vous avez constaté dans vos consultations que les hypersensibles sont plus enclins à avoir mal au ventre que les autres ? Ah, clairement, oui. Clairement, les hypersensibles ressentent ce qui les entoure de façon différente d'autres personnes, et ils ressentent aussi leur propre organisme de façon différente. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un reflux gastro-œsophagien, ça ne va pas le gêner, c'est-à-dire l'acidité de l'estomac qui revient dans l'œsophage, et ça, vos auditeurs vont s'y retrouver. Et vous avez d'autres personnes qui ont un tout petit reflux, vraiment pas grand-chose, et ça va les gêner considérablement, et ça s'associe souvent, donc une hypersensibilité vis-à-vis de l'extérieur par rapport à une hypersensibilité eux-mêmes à l'intérieur. Est-ce qu'on sait comment fonctionne une personne hypersensible d'un point de vue neuronal ? Non, pas encore.
on commence à savoir comment les améliorer. C'est pas des études scientifiques, ça repose sur l'observation dont je parlais au début. On se rend compte que en jouant sur leur alimentation, en jouant sur le microbiote, en jouant aussi parfois par des thérapeutiques complémentaires, style hypnose par exemple, on arrive à améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Donc il y a probablement une hypersensibilité à certains neurotransmetteurs qui est en cause pour que les douleurs, ces personnes soient plus sensibles à leur propre organisme. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous dites qu'aux hypersensibles, vous avez mis au point un régime paradoxal. Qu'est-ce que vous appelez, vous, un régime paradoxal ? Alors, c'est pas moi qui ai mis au point. En revanche, je l'utilise beaucoup. Je dirais qu'il est paradoxal parce que les hypersensibles, souvent, ont des fermentations digestives trop importantes. Donc, c'est-à-dire des gaz ? Des gaz, le ventre qui gonfle, mal au ventre. Ils se retrouvent avec un ventre qui est très gros, comme s'ils étaient enceintes, vous voyez, et alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et donc, ce sont des fermentations trop importantes. La fermentation, c'est quoi ? C'est la fabrication de gaz par nos bactéries. Et donc, on supprime de l'alimentation les aliments qui vont fermenter. Et paradoxalement, quand vous supprimez les aliments qui vont fermenter, qui sont par exemple les crucifères, comme le brocoli dont on parlait des propriétés bénéfiques, vous allez supprimer le chou, vous allez supprimer les asperges, les poireaux, vous allez supprimer les aliments qui sont riches en inuline, qui sont pourtant protecteurs, comme l'ail, l'oignon, les échalotes, vous allez supprimer certains fruits. Et donc, vous allez considérablement, en limitant les fermentations, améliorer ces personnes-là, comme si chez elles, les fermentations étaient trop importantes. Et tout le paradoxe, c'est que du coup, vous supprimez certains aliments qui ont un effet bénéfique sur la santé, et donc je pense que c'est bien de les compenser en apportant des postbiotiques, puisque vous ne fabriquez plus, vos bactéries ne fabriquent plus ces postbiotiques. On a Warren qui est là au 01 53 48 3000. Bienvenue Warren. Bonjour. Bonjour Warren. Bonjour Warren. Bonjour docteur. Warren, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui ? En fait, j'avais une petite question. En fait, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui causait les remontées acides, en fait. Ce qui crée après un excès de mucus, je crois, et qui vient se stocker au niveau de la gorge et qui démange, en fait. Alors, Warren, les remontées acides sont liées à plusieurs facteurs. C'est l'acidité de l'estomac. L'estomac doit être acide, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a un pH extrêmement bas, aux environs de 1. Et normalement, il y a un muscle ce qu'on appelle un sphincter, qui bloque entre l'œsophage et l'estomac, qui empêche l'acidité de l'estomac de remonter dans l'œsophage. Et c'est normal que ça remonte un petit peu. Là où c'est pas normal, c'est quand ça remonte trop. Donc soit ça remonte vraiment trop, soit c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est les hypersensibles qui le ressentent plus. Et donc ce qui provoque ça peut être certains médicaments, ça peut être un surpoids, ça peut être une alimentation trop riche en graisse, trop riche en sucre, ça peut être de l'alcool, ça peut être du café. Donc il y a de multiples facteurs qui provoquent ce reflux. Et donc, il faut que Warren, vous discutiez avec votre médecin comment traiter ce reflux de façon la plus simple possible et en évitant de prendre tous les jours un médicament qui coupe l'acidité de l'estomac. Il faut le prendre s'il y a besoin de temps en temps, mais pas au long cours. Les IPP, là. Les IPP, on a eu trop tendance de les prescrire au long cours dans des indications un peu limites. Et les indications, il faut prescrire les IPP au long cours, sont quand même extrêmement limitées. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui favorisent le reflux. Et il faut voir avec votre médecin sur lesquels vous pouvez jouer pour améliorer votre confort. Okay. Moi, j'ai vu avec mon médecin, il m'a dit en fait ça peut être le stress. Alors le stress, et c'est surtout les personnes hypersensibles, et donc le stress en fait tout le monde est stressé si vous voulez, surtout en cette période actuelle. C'est pas que le stress qui augmente le reflux, le stress est un des facteurs qui augmente le reflux. Je ne connais pas votre poids, je ne vous connais pas. Moi, par exemple, quand j'ai ma fille qui est stressée, quand j'ai ma compagne qui est stressée, qu'est-ce que je fais ? Je leur donne des probiotiques pour gérer ce stress, pour pas donner des médicaments anxiolytiques qui tout de suite agir sur le cerveau, avec donner des médicaments qui jouent sur l'anxiété où il y a une accoutumance. Donc le stress joue, mais ce n'est pas que le stress. Après, vous pouvez avoir mal au niveau de la gorge, parce que vous êtes stressé sans qu'il y ait un véritable reflux, vous voyez. Ah ok, en fait moi j'ai ce reflux-là
qui moi me crée des mucus au niveau de l'œsophage et qui me fait une sensation de frottement en fait. C'est comme si on dit là, j'ai une boule à la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Alors la boule à la gorge est souvent un témoin d'une anxiété. C'est pas pareil d'avoir une boule ou des picotements au niveau de la gorge. Et donc faudrait que vous ayez une véritable consultation pour comprendre également ce qui se passe, pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous êtes pris en charge, Warren? C'est ça surtout. J'ai été pris en charge. Je suis allé voir même un ORL et tout. Il a regardé. Il m'a dit qu'il n'y a rien de bien. Enfin, il n'y a pas de danger. J'ai pas de boule. En fait, c'est une sensation en fait que moi je ressens. Donc, une gêne en fait. Et moi, je voulais savoir s'il y a des fruits ou des légumes en particulier qui justement limitent l'excès d'acide en fait qui remonte ou qui essaie de fermer ce clapet là. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'acidité, ce que vous me racontez, puisque vous avez vu vos médecins. On peut faire plusieurs examens, on peut mesurer l'acidité avec ce qu'on appelle une pH-métrie. Et moi, c'est typiquement les patients que je vois, par exemple. Chez vous, j'aurais tendance... Encore une fois, c'est compliqué parce que je vous connais pas. Oui, on fait au pas téléphone, oui, bien sûr. Mais j'aurais tendance à vous prescrire une alimentation qui limite les fermentations, par exemple. Comme ça, vous auriez... FOMAP. Moi, il m'a prescrit du pantoprazole, je crois. Voilà, donc pantoprazole, si ça marche, vous pouvez le prendre de façon ponctuelle, mais vous avez une voix qui me semble jeune, donc je l'aurais pas pris au long cours et je serais plutôt... Non, je suis pas fan de médicaments. Voilà, moi j'aurais tendance plutôt à modifier votre alimentation en limitant les aliments qui fermentent, qu'on appelle les FODMAP. Voilà, tout ça en étant encadré par votre médecin. Une alimentation réglée, c'est-à-dire je mange très très tard, des fois parfois juste avant de me coucher. Donc je sais pas si mon deuxième cerveau qui est dans l'estomac, il le reçoit bien, peut-être qu'il est dû à ça. Eh ben, vous venez de mettre le doigt sûrement sur les facteurs qui favorisent votre gêne au niveau de la gorge, et c'est de ça qu'il faudrait qu'on parle. Voilà. Ok, d'accord. Ben, peut-être changer mon alimentation, mon hygiène de vie en l'occurrence. Vous avez tout compris, Warren. Ouais, ben c'est super, merci beaucoup. Merci Avec pour plaisir. votre question, Warren. Ok, ben merci beaucoup, bon courage à vous. Bonne journée. Merci, gardez l'écoute. Alors, le président Chirac avait tout compris, il faut manger des pommes, mais pourquoi est-ce que c'est bon de manger des pommes? Alors Chirac, Churchill, hein, one apple a day keeps the doctor away, une pomme par jour. Churchill, ça, hein. C'était Churchill, ouais, une pomme par jour limite, laisse le docteur loin. En fait, il faut comprendre que la pomme est un fruit qui est plein de prébiotiques, donc qui va nourrir nos bactéries, qu'on appelle la pectine. Et dans notre équipe, nous avons montré que quand vous donniez de la pectine à des souris, eh bien, vous protégiez le foie des souris de l'alcool, du surpoids, que cette protection était liée au métabolisme dont on a parlé tout à l'heure, Philippe, avec le tryptophane. Et on est en train de disséquer les mécanismes par lesquels la pectine améliore notre état de santé. Et nous voudrions d'ailleurs lancer un essai clinique. Est-ce que on peut améliorer notre état de santé, notre foie, notre état mental en donnant de la pectine? Et alors, on la consomme sous quelle forme? Parce alors, que la pectine, la pomme, il faut manger la peau. Il faut manger la peau, donc la peau. Pomme bio. Pomme bio, effectivement, ouais. Pour pouvoir manger la peau. Elle est aussi dans les pépins, mais je déconseille de manger des pépins de pommes. Et puis, on peut acheter aussi des suppléments de pectine. Moi, je pense que prendre une pomme par jour, c'est bien mieux que prendre des compléments alimentaires. Évidemment, une pomme bio pour pouvoir manger la peau. Et je pense qu'on se protège comme ça de façon très naturelle. Donc, action garantie sur le microbiote. Action garantie sur le microbiote. Je vous le signe que la pomme est bénéfique. Une pomme par jour. Voilà. Et une pomme fruit pour avoir les fibres, pas une pomme jus de pomme, où là vous perdez toutes les fibres. Bien, on a parlé des prés, des posts et des probiotiques. Quand on va à la pharmacie, on ne vous donne pas toujours le choix. Est-ce que tous les probiotiques, par exemple, se valent? Absolument pas. Il faut comprendre que chaque souche bactérienne va avoir des propriétés différentes. Vous avez des souches, on en a parlé tout à l'heure, l'Aphnia alvei, qui va plutôt avoir un rôle sur le sentiment de satiété. Vous avez des souches, par exemple, des champignons, par exemple, le Saccharomyces boulardii, qui va avoir un rôle sur la diarrhée post-antibiotique. Vous avez les souches que j'ai prescrits à ma fille Oriane, à ma compagne Khadija, par exemple, qui vont agir sur l'anxiété, comme Bifidobacterium longum, comme Lactobacillus helveticus, comme le Lactobacillus rhamnosus. Et il faut savoir que tous les rhamnosus vont pas avoir, par exemple, la même propriété. C'est la différence entre espèce et souche. Et donc, tous les probiotiques, tout ça pour dire, ne sont pas
équivalents. Et c'est pas parce qu'il y a un probiotique chez vous, vous avez l'impression qu'il ne marche pas, qu'une autre souche ne va pas fonctionner. Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément quelles sont les bactéries qui fonctionnent sur telle ou telle maladie ou pas? Est-ce qu'on arrive à le dire, ça? On arrive à ça. Alors, je dirais pas que c'est une bactérie, je dirais que c'est toute une interaction. On sait qu'il y a des bactéries qui vont avoir un rôle plutôt pro-inflammatoire et délétère à certains moments dans notre vie, comme les protéobactéries par exemple. On sait qu'il va y avoir des bactéries qui vont avoir plutôt un rôle anti-inflammatoire, comme les bifidobactéries, les lactobacilles. Et c'est la raison pour laquelle les probiotiques sont plutôt dérivés des bifidobactéries et des lactobacilles, mais pas seulement. Et donc c'est plus une interaction entre nos bactéries qui va avoir un rôle bénéfique ou délétère. Mmh. Est-ce qu'il existe des bactéries de longue... Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites chez les centenaires pour nous dire que finalement, il existerait des bactéries de longévité? Alors absolument, les bactéries, et c'est ça où c'est vraiment vertigineux en fait. On a des bactéries en nous qui sont anti-inflammatoires. Le vieillissement est associé à une inflammation et on sait par exemple que certaines bactéries vont être associées à une espérance de vie élevée. Et ce qui est incroyable, c'est quand vous transférez des bactéries de centenaires à des êtres vivants qui vivent pas longtemps, et bien vous augmentez l'espérance de vie de ces êtres vivants. C'est juste également vertigineux. C'est cette action de nos bactéries sur nous et l'action que nous on a sur nos bactéries. C'est pour ça vraiment, faut que vos auditeurs protègent leurs propres bactéries en faisant attention à leur alimentation. Pour lutter contre ce qu'on appelle l'inflammaging. Exactement, inflammaging, inflamme de inflammation, aging de vieillissement en anglais. Bon, est-ce que si on lit votre livre, ça veut dire que finalement dans quelques années on va pouvoir remplacer le Prozac par des bactéries? Alors, je l'aurais pas présenté comme ça. En tout cas, toute cette pas remplacer, mais je pense que déjà, quand on a un petit stress de la vie, une petite anxiété de la vie, c'est peut-être pas la peine de prendre du Prozac. Vaut mieux prendre des probiotiques, voir si ça améliore ou changer son alimentation. Quand vous donnez du Prozac et on voit qu'il y a une efficacité insuffisante, je pense que dans l'avenir, nos bactéries vont pas remplacer, mais vont potentialiser en jouant dessus l'effet bénéfique d'un antidépresseur. Peut-être ça remplacera en fait, je ne sais pas, je suis pas prophète, mais je pense qu'il faut considérer ça comme une arme supplémentaire ou complémentaire qui ne va pas remplacer ce qui existe actuellement, mais ça va être quelque chose de plus pour pouvoir mieux soigner nos patients. Ça fera partie de l'arsenal thérapeutique. Exactement. Faut bien comprendre qu'on en est tout au début sur la translation humaine des recherches scientifiques et que j'anticipe qu'il va y avoir de nouveaux probiotiques, de nouveaux postbiotiques, de nouveaux métabolites qu'on va identifier, qu'on pourra utiliser pour nous traiter. Bon, c'est important de pouvoir expliquer tout ça. En tout cas, merci d'avoir été aussi clair avec nous, professeur Gabriel Perlemutter. Je rappelle que votre livre qui vient de sortir et que vous montrez à la caméra s'appelle Stress, hypersensibilité, dépression, et si la solution venait de nos bactéries. C'est chez Flammarion. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez les vidéos sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, professeur. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.